Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Essentiel Express. Bonjour. Nous sommes le dimanche 4 janvier 2026 et en ce début d'année, j'ai l'impression que toute les Guinées retient son souffle tout en poussant un grand soupir de soulagement. C'est une excellente image, ça. C'est un sentiment très particulier, un mélange de tension et de détente. Oui, on sent vraiment qu'on est à un tournant, à la charnière de quelque chose. Des dossiers brûlants qui ont occupé toute la fin d'année 2025 sont en fait en train de se conclure. Que ce soit en politique, sur le front social, c'est une semaine de dénouement. Exactement. Et c'est ce qu'on va essayer de décrypter aujourd'hui, aller un peu au-delà des gros titres pour comprendre les dynamiques de fond. On va explorer ce thème de la tension et de la libération à travers la politique, le social et même, vous verrez, le sport. Pour voir quelle Guinée se dessine, quoi. C'est ça, pour les mois et les années à venir. Alors commençons par le cœur du réacteur, si je puis dire. Le point de tension maximal de ces derniers jours. L'élection présidentielle. Le dénouement de l'élection présidentielle. Oui, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un dimanche comme les autres, c'est le jour J. La Cour suprême doit proclamer les résultats définitifs de l'élection du 28 décembre. L'attente est palpable. Une attente qui, en théorie, ne laisse que peu de place au suspense. Il faut se rappeler des résultats provisoires. Une victoire écrasante pour le président sortant, Mamadi Doumbouya. Oui, avec quasiment 87% des voix. C'est un score qui, par son ampleur même, a structuré tout le débat qui a suivi. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que d'un côté, on a des observateurs, comme la mission de la société civile Œil du citoyen ou l'ONASUR, L'Observatoire national, oui. qui ont qualifié le scrutin de sincère, inclusif et apaisé. Ce sont des mots très forts. Très fort. Et il y a même le ministre des Affaires étrangères, Maurice Anda Kouyaté, qui a parlé de la première élection présidentielle apaisée depuis l'indépendance. C'est une déclaration énorme. Bien sûr, c'est une déclaration très politique. L'idée, c'est de construire un récit, celui d'une rupture historique avec le passé, tumultueux des élections en Guinée. Et sur le terrain, c'est vrai, on n'a pas vu les violences qu'on a pu connaître. C'est vrai. Mais alors, est-ce qu'on peut vraiment parler d'un scrutin apaisé quand le principal opposant, celui qui est arrivé deuxième, conteste officiellement les résultats ? Je pense à Abdoulaye Baldé. Et son parti, le Front Deg, oui. Le Front pour une nouvelle démocratie en Guinée. Et c'est toute l'ambiguïté. Apaisé ne veut pas dire unanime. Le Front Deg a bel et bien déposé un recours à la Cour suprême pour irrégularité. Donc la contestation est là. Elle est là. Elle est institutionnelle, contenue dans un cadre légal. Mais la tension existe. Et à côté de cette contestation, disons, frontale, il y a une autre attitude qui est peut-être encore plus révélatrice. Celle du docteur Fayami Limouno. Exactement. Lui aussi, il dénonce des irrégularités, mais il annonce qu'il ne saisira pas la Cour. La raison officielle ? Faire l'économie de ses énergies. Qu'est-ce que ça nous dit, ça, en réalité ? C'est peut-être le signal le plus important de toute cette séquence. Ce n'est pas juste de la fatigue, ça. C'est un acte politique qui en dit long. C'est-à-dire ? En substance, il exprime une perte de foi. Une perte de foi dans l'efficacité des institutions judiciaires pour régler ce genre de contentieux. C'est le signe d'un certain désenchantement. L'idée que le jeu est joué d'avance. Voilà, que les recours sont une pure formalité. Et ça, c'est peut-être plus grave pour la démocratie que le recours officiel du Front Deg. Ce qui pourrait signifier que la contestation, à l'avenir, pourrait prendre d'autres formes. Exactement. En dehors des institutions, on a donc cette double réalité. Une victoire massive, qui sera sans doute confirmée, et en même temps, des germes de méfiance envers le système qui persiste. La tension politique se résout en surface, mais ça le couvre en profondeur. C'est ça. Une tension qui se résout, c'est la transition parfaite pour parler de l'autre grand soulagement de la semaine, sur le front social cette fois. Ah oui ? Immense ouf de soulagement pour des centaines de milliers de familles, ça. La fin de la grève générale dans le secteur de l'éducation. Après plus d'un mois d'écoles fermées. De paralysie totale, les syndicats ont suspendu leur mot d'ordre. Et cette grève, qui durait depuis le 1er décembre, était menée par des syndicats très puissants. La FSPE, le fameux SLCG. Le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, oui. Qu'est-ce qui a finalement débloqué la situation ? Des négociations au finish. Ça s'est terminé aux petites heures du matin le 3 janvier. Il a fallu une pression énorme et sans doute une volonté politique de commencer le nouveau mandat sur une note d'apaisement. Et un protocole d'accord a été signé. La fumée blanche est sortie du ministère du Travail, oui. Mais au-delà des primes et des salaires, quels étaient les vrais enjeux ? On a l'impression que ces grèves sont un peu... Structurelles. C'est bien plus que de simples ajustements salariaux. L'un des points les plus durs, par exemple,
Ça concernait le statut des milliers d'enseignants contractuels. Ceux qui n'ont pas été intégrés à la fonction publique. Exactement. C'est un vrai drame social pour beaucoup d'entre eux. L'accord prévoit les solutions. Il y a aussi l'indemnité de logement, une revendication historique. Ce n'est pas anodin tout ça. On parle d'un budget de dizaines de milliards de francs guinéens. Ah oui, quand même. Donc on voit bien le bras de fer. Calmer le front social, mais aussi garder une discipline budgétaire. Et la conséquence directe, la plus attendue, c'est que dès demain, lundi, tous les élèves retournent en classe. On imagine le soulagement. Et ça coïncide avec une autre bonne nouvelle sociale d'ailleurs. Oui, la titularisation de plus de 8000 fonctionnaires. Ceux du grand concours de 2024. C'est ça, ils étaient stagiaires depuis. Mettez les deux événements bout à bout. Et on a un signal. Un signal très fort. Au moment où son mandat est confirmé, le gouvernement envoie un message de stabilité et de reconnaissance à sa fonction publique. C'est une stratégie cohérente en fait, pour acheter la paix sociale. L'exhalation, après des semaines de tensions. Tout à fait. Et après toutes ces discussions sur les tensions politiques, les grèves, il semble que toute la sous-région ait trouvé un autre moyen, plus joyeux, de vivre des émotions fortes. Le football. La Coupe d'Afrique des Nations qui bat son plein. Et comment? C'est la passion qui prend le dessus sur tout le reste. Et ces derniers jours, l'Afrique de l'Ouest a été servie. En termes de dramaturgie, on a vécu des moments de folie. Le match du Mali contre la Tunisie, on ne peut pas juste dire qu'ils ont gagné. C'est plus que ça, non? C'est un véritable exploit. Un scénario de film, il faut se rendre compte. Les Aigles du Mali qui se retrouvent à 10 contre 11. Dès la 26e minute. Dès la 26e minute, face à une équipe tunisienne réputée pour sa discipline. Jouer plus d'une heure en infériorité numérique à ce niveau-là et gagner, c'est un acte de bravoure collective. Une démonstration de résilience. Absolument incroyable, oui. Et pendant ce temps, l'autre poids lourd de la région, le Sénégal, a eu chaud. Les Lions de la Teranga, ils se sont fait peur. Ils étaient menés au score par le Soudan du Sud, une équipe très surprenante. On sentait la panique monter. Oui, mais ils ont montré leur force de caractère, leur mental de champion. Ils ont complètement renversé le match pour gagner 3-1. C'est ça, la marque des grandes équipes. Savoir souffrir et réagir. Et le résultat de tout ça, c'est une affiche en quart de finale qui fait saliver toute l'Afrique de l'Ouest. Ah ça, Sénégal contre Mali. Un derby, le choc des voisins, ça va être électrique. C'est bien plus qu'un match, c'est une fête régionale. C'est ce moment magique où les tensions du quotidien s'effacent un peu. Que l'on soit à Dakar, Bamako ou Conakry. On va vibrer ensemble. C'est un formidable vecteur d'unité, de fierté partagée. Un contrepoint parfait aux fractures qu'on peut voir ailleurs. Justement, en parlant de fractures, cette unité sur le terrain de sport, elle contraste violemment avec les tensions sur la scène diplomatique internationale. Et une nouvelle a particulièrement choqué cette semaine. Venant du Venezuela, oui. Une annonce fracassante et d'une gravité extrême. Le président américain Donald Trump, qui annonce que ses forces armées ont mené des frappes sur Caracas et procédé à la capture du président Nicolás Maduro. C'est un acte qui, s'il est avéré comme ça, viole toutes les conventions internationales. Absolument. Et comment le continent africain a-t-il réagi ? Très fermement. L'Union africaine a immédiatement publié un communiqué. Elle condamne ce qu'elle appelle une agression militaire. C'est une prise de position de principe très forte. Très forte, oui. En défense de la souveraineté d'un État, quel qu'il soit. Mais pourquoi est-ce que cette nouvelle, qui se passe si loin, résonne de manière si particulière à Conakry et dans d'autres capitales africaines ? Parce que la Guinée, comme beaucoup de pays africains, a une histoire qui est marquée par l'ingérence étrangère. Les coups d'État. Bien sûr. Donc toute intervention militaire unilatérale d'une grande puissance sur un État souverain, c'est perçu avec une immense méfiance. C'est un précédent dangereux. La réaction de l'UA, c'est un signal. Un signal envoyé aux grandes puissances. Et un message de cohésion interne aussi. Et en parlant de positionnement géopolitique, au même moment où le monde regarde le Venezuela, la Guinée signe un accord majeur avec la Chine. Coïncidence ? Je ne crois pas. Il y a un lien à faire. C'est tout sauf une coïncidence. C'est la parfaite illustration d'un réalignement géopolitique plus large. Alors que les relations avec certains partenaires occidentaux sont parfois complexes. Disons, la Guinée renforce son axe stratégique avec Pékin. Cet accord, il s'inscrit dans la vision à long terme, Simandou 2040. ce n'est pas une petite aide ponctuelle. Non, pas du tout. On parle de projets structurants qui vont façonner l'économie du pays pour des décennies. On assiste en direct à une diversification assumée des partenariats. Une affirmation de souveraineté en quelque sorte. C'est exactement ça. Choisir ses alliés en fonction de ses intérêts. Donc, pendant que le pays se projette vers 2040 avec la Chine, il prend aussi le temps de regarder son propre passé.
d'honorer ceux qui ont bâti son identité. Je pense à l'hommage national qui a été rendu à Adja Nenerugi Baldé. Un moment absolument essentiel. Et il faut bien comprendre pourquoi. Dire qu'elle était une pionnière de la production musicale, c'est bien, mais ça ne dit pas tout. Alors expliquez-nous, quel était le contexte quand elle a lancé Grigri Productions ? Il faut imaginer une époque où l'industrie musicale guinéenne en tant que telle n'existait quasiment pas. Les artistes avaient un talent immense, mais aucun moyen. Aucun moyen de l'enregistrer. De l'enregistrer professionnellement, de le distribuer, de le monétiser. Adja Nenerugi Baldé, elle n'a pas seulement produit des disques, elle a bâti l'infrastructure. Elle a créé un écosystème. Elle a donné aux artistes les moyens de transformer leur art en une carrière. Voilà, elle a créé un marché, un avenir. Des légendes de la musique guinéenne lui doivent tout. C'est donc un pilier de la culture nationale qu'on a célébré. Absolument. Cet hommage au palais du peuple, c'est la nation qui reconnaît ses dettes envers ceux qui ont forgé son âme. C'est un signe de maturité. C'est un beau symbole. Une nation qui se projette vers l'avenir, comme avec Simandou, doit aussi savoir d'où elle vient et qui sont ses héros culturels. Si on fait le bilan, ce début d'année 2026 en Guinée, c'est vraiment un moment de bascule. Complètement. On a une page politique qui se ferme, une présidence confirmée, la fin d'une longue période de transition. On a un front social qui s'apaise de manière spectaculaire. La fin de la grève des enseignants, ça permet à toute la société de respirer. C'est une libération d'énergie. Et le tout dans une ferveur sportive régionale qui unit les cœurs, qui offre une catharsis collective après des mois de tension. Et en toile de fond, un pays qui honore son passé culturel, tout en traçant une trajectoire économique et diplomatique audacieuse pour son futur. La mosaïque est complexe, mais... Elle dessine une image. Oui. L'image d'un pays qui cherche à consolider sa stabilité pour mieux se projeter. Le calme semble donc revenu, les institutions fonctionnent, les enfants sont à l'école, mais une fois que la poussière retombe, qu'est-ce qu'il reste à construire ? Et c'est la question fondamentale. Pour la suite, maintenant que cette stabilité, si chèrement acquise, semble assurée, quelles sont les vraies attentes des Guinéens ? Au-delà de l'absence de crise. Exactement. Quel est le projet de société qui va être proposé ? Quel contrat social pour les 5 prochaines années pourra souder les énergies ? Pas seulement pour maintenir la paix, mais pour construire un développement réellement durable et inclusif de Nzérikore à Conakry. La véritable histoire commence maintenant. C'est ça. Une question qui restera ouverte pour les semaines et les mois à venir. Merci de nous avoir écoutés sur Essentiel Express. Bienvenue à The Debate, le dissident. Bonjour. Nous nous penchons aujourd'hui sur la Guinée, au lendemain d'une élection présidentielle qui vient clore une longue période de transition. Forcément, le vote du 28 décembre 2025 a été scruté, et scruté de très près, que ce soit en Guinée ou à l'international. Oui, absolument. Et la question qui se pose maintenant, au vu des résultats provisoires qui sont sortis et des réactions assez diverses, elle est la suivante. Cette élection, est-ce qu'on peut légitimement la considérer comme une avancée démocratique crédible ? Comme un succès pour le retour à l'ordre constitutionnel en Guinée ? C'est exactement ça, c'est la question centrale. Et pour ma part, je vais soutenir que le calme, qui est un calme apparent du scrutin, cache en fait assez mal des irrégularités assez significatives et un contexte politique qui, à mon sens, fausse complètement la compétition. Et tout ça, ça vient saper la crédibilité démocratique de tout le processus. Et de mon côté, je défendrai la perspective inverse. Je pense que si on replace cette élection dans le contexte guinéen qui est le nôtre, eh bien par son organisation pacifique, la forte participation et puis le respect des procédures, elle représente une étape positive. Une étape, je dirais même indispensable pour la stabilité et pour la normalisation du pays. Alors, de mon point de vue, il faut d'abord, je pense, s'en tenir aux faits observables. Le jour du scrutin, le pays était calme. Et ça, c'est un point majeur, je dirais même presque historique. On a eu des observateurs nationaux, comme la dynamique œil du citoyen, mais aussi internationaux. Je pense à l'ambassadeur du Maroc. Et ils ont tous salué un vote qui s'est déroulé dans un climat, et je cite, apaisé, sincère et inclusif. La Direction générale des élections, donc l'organe technique, a elle-même confirmé un processus sans incident majeur. Et puis, il y a la participation. Une participation massive, estimée à plus de 80%. Et un résultat provisoire qui est sans équivoque.
près de 87% pour le président sortant Mamadi Doumbouya. Voyez, ces chiffres, ce ne sont pas de simples statistiques. Pour moi, ils traduisent une volonté populaire claire de tourner la page de l'instabilité. Le dissident. Dans un pays comme le nôtre, qui a connu tant de violences électorales, eh bien un scrutin sans heurts, c'est en soi une victoire. C'est une avancée tangible. Le dissident. Oui, je comprends la séduction de cette lecture, vraiment. Elle met l'accent sur l'ordre, sur la participation, et sur le papier, ça a l'air très bien. Mais pour moi, elle est vraiment incomplète. Elle omet des éléments qui sont cruciaux et qui en changent radicalement la signification. Un climat apaisé n'est pas synonyme de climat crédible, ni même démocratique. Dire qu'une élection est réussie simplement parce qu'elle a été calme, c'est un peu court. Le calme, ça peut aussi être le symptôme d'une compétition qui est jouée d'avance. D'ailleurs, plusieurs candidats, comme le Dr Faya Milimono et des partis importants comme le FRNDG, parlent eux ouvertement d'irrégularité. Le FRNDG a même agi, il a déposé un recours officiel auprès de la Cour suprême, mais le plus révélateur, je trouve, c'est l'attitude du Dr Milimono. Il dénonce des problèmes, mais il choisit de ne pas saisir la Cour. Et pourquoi ? Ces mots sont terribles pour la confiance dans les institutions. Il dit « On a fait tellement de recours à la Cour suprême qu'on a décidé de faire l'économie de nos énergies cette fois-ci. C'est un constat d'échec, je veux dire. Quand un candidat vous dit que la voie légale est une perte de temps, ça signifie que la confiance, qui est quand même le socle de toute démocratie, elle est rompue. Vous avez raison de souligner que cette méfiance envers la justice est un problème de longue date, c'est un défi majeur pour nous. Cependant, je pense que vous interprétez mal la situation actuelle. Le fait même que les voies de recours existent et qu'elles soient utilisées, comme le fait le Frondeg, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Mais revenons sur le calme et la participation. Le ministre des Affaires étrangères, Mobisanda Kouyaté, est allé jusqu'à qualifier ce scrutin de, et je le cite encore, première élection présidentielle apaisée en Guinée depuis 1958. On ne peut pas balayer ça d'un revers de la main. C'est cet environnement sécurisé qui a permis à plus de 80% des électeurs de se déplacer et de voter. Comment peut-on nier cette mobilisation populaire ? N'est-ce pas là le signe le plus tangible d'une adhésion au processus, d'une envie d'aller de l'avant ? C'est une expression démocratique massive, le dissident. J'aimerais vraiment nuancer très fortement cette idée d'expression démocratique. D'abord, ce calme. Il a été obtenu sous un régime de transition militaire. Un régime où l'espace civique, l'espace médiatique est très étroitement contrôlé depuis des mois. Donc ce calme n'a pas la même valeur que dans une démocratie établie. Ensuite, le calme n'a pas été total. Il y a eu des tensions. On a vu par exemple des manifestations de délégués de partis à Kindia qui réclamaient le paiement de leurs primes. Ce sont peut-être des incidents mineurs, mais ils témoignent de manquements dans l'organisation. Et surtout, interrogeons ce chiffre de 80% de participation. Est-ce que c'est vraiment un signe d'adhésion ? Ou est-ce que ce n'est pas aussi une absence d'alternative crédible qui pousse les gens à voter par défaut, voire une forme de pression sociale ? Et puis le score de 87%, il est tellement élevé qu'il pose question. Il ressemble moins au résultat d'une compétition ouverte qu'à un plébiscite pour un régime en place. C'est une interprétation, mais je pense qu'elle sous-estime la volonté des citoyens. Mais concentrons-nous un instant sur le cadre institutionnel, parce que c'est bien là que se joue la légitimité. Vous parlez de contestation, mais la démocratie, c'est aussi, et peut-être même surtout, la gestion pacifique des désaccords. La voie légale, elle est ouverte. Le Frondega, qui est l'un des principaux partis d'opposition, a pu déposer son recours devant la Cour suprême. C'est la preuve que les garde-fous, même dans ce contexte, sont présents. La Cour va examiner les preuves, elle va entendre les parties, et elle va rendre sa décision ce dimanche, le 4 janvier. C'est cette décision qui sera fondée en droit qui scellera la légitimité du processus. On ne peut pas déclarer le système en faillite avant même que la plus haute juridiction du pays se soit prononcée. D'ailleurs, d'autres candidats, je pense à Abdoulaye Kourouma, ont eux rapidement reconnu les résultats et salué un scrutin qui garantit la stabilité. Donc tous les acteurs ne partagent pas votre lecture. Le dissident ? Alors là, permettez-moi d'être en profond désaccord. Le fait de pouvoir déposer un recours, ce n'est pas la preuve d'un système qui fonctionne. C'est le strict minimum. La vraie question, c'est est-ce que la Cour a l'indépendance, les moyens et la jurisprudence pour enquêter sérieusement sur des allégations de fraude et, si nécessaire, invalider un scrutin présidentiel. L'histoire politique guinéenne incite, disons, à un certain scepticisme. Et votre argument ignore complètement le fond du problème soulevé par des gens comme le docteur Milimono. Son témoignage, il est dévastateur.
Il ne dit pas « je n'ai pas de preuves », il dit « j'ai des preuves, mais je ne crois plus en l'arbitre ». C'est un vote de défiance, mais cinglant. Quand une part significative de la classe politique considère que le jeu est pipé et que l'arbitre est partial, eh bien la crédibilité du match est anéantie. Quel que soit le score final, le fait que le FRND ait dû, d'après certaines sources, se battre et même faire intervenir le bâtonnier, juste pour être sûr que son recours soit bien enregistré, ça ne fait que renforcer ce sentiment d'un parcours judiciaire semé d'embûches. Je comprends votre insistance sur la confiance, c'est un point essentiel. Mais il faut aussi regarder le cadre plus large, je veux dire la finalité de tout ce processus. Cette élection, ce n'est pas une élection ordinaire. C'est l'aboutissement d'un agenda de retour à l'ordre constitutionnel, un agenda qui a été promis et qui a été attendu. C'est donc une étape cruciale pour sortir d'un régime d'exception. Le Premier ministre, Bahouri, l'a très bien résumé en parlant de « journée historique ». Elle offre une perspective de gouvernance stable, légitimée par les urnes, ce qui est la condition sine qua non du développement. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si, juste après l'élection, un nouvel accord de coopération a été signé avec la Chine pour le projet Simandou, ce projet vital pour notre avenir. Ça, c'est un signal. Ça signale que les partenaires internationaux voient dans ce vote une clarification, le début d'une nouvelle ère. C'est une étape réussie et nécessaire de la transition. Le dissident. Et c'est précisément là où nos analyses divergent du tout au tout. Vous voyez cette élection comme la solution, et moi je la vois comme une partie du problème. On ne peut pas analyser ce vote en l'isolant du contexte qu'il a produit. Le président sortant, qui a obtenu 87% des voix, est arrivé au pouvoir par un coup d'État. Il a organisé l'élection en étant à la fois juge et parti. Il bénéficiait de tous les leviers de l'État, l'administration, les médias publics, les finances. Dans ces conditions, est-ce qu'on peut honnêtement parler d'une compétition juste et équitable ? Moi, je ne le crois pas. Des forces politiques majeures ont été écartées. L'UFDG de Cellou Dalein Diallo, qui est une figure politique historique, le principal opposant des dernières décennies, a vu son parti suspendu. Il est, de fait, mis hors jeu. Et son refus de s'avouer vaincu, ça n'est pas lié directement à ce scrutin, mais ça illustre bien à quel point le climat politique reste polarisé. Donc, pour moi, cette élection ressemble moins à une compétition démocratique ouverte qu'un plébiscite conçu pour donner un vernis légal à un pouvoir qui est déjà en place. En conclusion, je maintiens ma position. Si on considère d'où vient la Guinée, avec son histoire de violence post-électorale, le scrutin du 28 décembre 2025 est une avancée démocratique notable. Son caractère pacifique, la mobilisation massive des citoyens et le fait que les contestations suivent la voie légale prévue par nos textes, ce sont des signes qui ne trompent pas. C'est le fonctionnement d'un État de droit en construction, pas la preuve de son échec. Le dissident. Et je reste convaincu que si le calme est un bienfait, il ne peut pas être le seul critère de jugement. Il ne suffit pas à masquer les doutes très sérieux sur l'équité de la compétition, les irrégularités qui ont été signalées et surtout cette crise de confiance profonde d'une partie des acteurs politiques envers les institutions judiciaires. Tout cela, ça jette une ombre très épaisse sur la légitimité démocratique de ce processus. Notre discussion révèle bien, je pense, la tension qui est au cœur de la situation guinéenne. D'un côté, une quête légitime et populaire de stabilité après des années de crise, et de l'autre, des exigences démocratiques de transparence, d'équité qui ne peuvent pas être ignorées. Le dissident ? Absolument. La décision de la Cour suprême dimanche, et plus encore les réactions qu'elle suscitera, que ce soit dans la classe politique ou dans la population, ce sera un test crucial. Ça nous dira si cette élection a vraiment permis de tourner une page ou si elle n'a fait que repousser les problèmes. Et il est loin d'être clos.